Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Hétérogène. À un certain moment de la vie, nous ressentons tous les besoins d'une orientation juridique lorsque se présentent des situations familiales, professionnelles ou économiques que nous ne savons pas résoudre. Dans cette émission, nous voulions inviter dans notre studio à Vanessa Turigny, avocate de l'organisation Aide juridique, pour faire connaître comment ces services sont disponibles pour toute la communauté, y compris les immigrants en statut permanent et les personnes avec faible revenu. Ce que nous avons pu constater n'est pas connu de beaucoup. Bienvenue. Madame Vanessa, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci. Bon, commençons par parler de l'entité aide juridique. Bon, quel service proposez-vous et à quel type de population il s'adresse? Oui, les services d'aide juridique, en fait, c'est des gens, des avocats qui travaillent à l'aide juridique pour les gens qui ont besoin d'aide dans leur dossier. Et nous, ce qu'on offre là, au bureau d'aide juridique de Victoriaville, c'est du droit familial, du droit criminel, du droit de la jeunesse, que ce soit en lien avec la DPJ ou un adolescent qui se fait arrêter, du volet criminel. Et on offre aussi différents autres types de droits, là, le droit civil, le droit administratif. Dans le droit administratif, on a par exemple des gens qui ont un problème avec l'aide sociale, avec le chômage, avec différentes prestations du gouvernement, là. Donc, quand les gens ont un problème juridique, ils peuvent venir à nos bureaux pour avoir un avocat. D'accord. Et nous allons nous concentrer dans la siège où les personnes de la MRC de l'Érable peuvent s'adresser. Et quelles sont les raisons que vous prenez en compte pour dire si un dossier est admissible ou non? Oui, on évalue le dossier là, sur deux volets. On va vérifier d'abord si la personne est financièrement admissible à l'aide juridique et par la suite si le service qu'elle veut est couvert par l'aide juridique. Donc, au niveau du volet financier, on va évaluer en fait les revenus de la personne. Donc, il y a des barèmes qui sont prévus par le gouvernement et on va évaluer combien gagne la personne, voir si elle rentre dans ces barèmes-là. Donc, on va regarder son revenu, que ce soit un emploi, que ce soit du chômage, toutes sortes de revenus qu'elle a. On va faire le total pour une année. Donc, par exemple, en 2024, on va évaluer du 1er janvier au 31 décembre et on va estimer combien la personne va gagner. Si elle gagne en bas d'un certain montant, elle va avoir accès à l'aide juridique gratuitement. Entre un certain montant et un autre, elle va avoir accès à l'aide juridique moyennant une petite contribution financière. Donc, elle va devoir payer un petit montant qui varie entre 100 et 800 $ et dépasser ce montant-là, à ce moment-là, elle n'est plus du tout admissible à l'aide juridique. Donc, on va regarder d'abord les revenus de la personne, mais on va regarder aussi ses biens et ses liquidités. Donc, si, par exemple, la personne a une maison, on va vérifier la valeur de la maison et on va regarder aussi les liquidités. Donc, si la personne a de l'argent en banque, dans la caisse, peu importe, combien elle a, et il y a des barèmes à respecter pour avoir accès à l'aide juridique. Au niveau de l'admissibilité financière, on va évaluer ça en fonction de ce que la personne nous dit. Et dans certains cas, on va demander des documents pour valider, par exemple, rapport d'impôt, avis de cotisation, talon de paye, etc. D'accord. Et une fois que le cas est admissible, quel est le processus pour aider la personne? Combien de temps est-ce que la personne a pour parler de son cas, de son problème? En fait, une fois qu'on a vérifié qu'elle était admissible financièrement à l'aide juridique, la personne va nous décrire un peu la raison pour laquelle elle vient nous voir, c'est quoi son problème. Et là, on va évaluer est-ce que le problème pour lequel elle vient nous voir est couvert par l'aide juridique. Donc, c'est la loi qui nous dit qu'est-ce qui est couvert, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, du droit familial, c'est toujours couvert. Donc, quelqu'un qui a un problème familial va venir nous voir, c'est toujours accepté par l'aide juridique. Donc, une fois qu'on dit à la personne, oui, c'est beau, tu es accepté, bien là, elle a une consultation avec un avocat. Donc, elle a une première rencontre pour lui faire état de la situation. Elle va lui raconter, qu'est-ce qui l'amène dans nos bureaux, c'est quoi son problème, que ce soit familial, criminel. J'ai mentionné aussi tantôt, là, par moment, il y a évidemment le droit de l'immigration, qu'on va aider les gens au niveau de l'immigration. Donc, ils vont nous exposer leur situation et nous, on va les rencontrer le nombre de fois qui est nécessaire pour les aider dans leur situation problématique. Donc, en familial, c'est le domaine que je fais le plus souvent, je peux rencontrer la personne une simple fois si elle a seulement quelques questions, comme je peux la rencontrer plusieurs fois si elle a un dossier, par exemple, qui passe à la cour, un divorce, une séparation, garde d'enfant. Bien là, je vais la rencontrer autant de fois que c'est nécessaire et je vais l'accompagner tout au long de son dossier.
Mais toujours la personne a droit de faire une consultation, la première consultation gratuite pour raconter, pour parler de son... Oui, en fait, la première consultation, c'est là où on va évaluer si elle est admissible à l'aide juridique. Si oui, là, effectivement, elle peut nous poser des questions, c'est gratuit, il n'y a pas de problème, et choisir si elle veut poursuivre son recours avec nous ou non. Si malheureusement la personne n'est pas admissible à l'aide juridique, là, les services vont s'arrêter là et on va la référer là, à d'autres organismes ou d'autres endroits si possible. D'accord. Bon, vous savez que la mission d'hétérogène touche des sujets sur l'immigration. Est-ce que le statut est important pour décider si un cas c'est admissible ou non? Le statut de la personne ne sera pas important que le statut au sens de la loi. Ce que nous, on va évaluer, c'est si la personne réside au Québec. Donc, dans la mesure où elle habite au Québec, là, sur une longue durée, peu importe son statut, on va l'accepter. Donc, même si la personne n'est pas résidente permanente ou citoyenne, qu'elle a un permis de travail, qu'elle est un réfugié, peu importe le titre qu'on va lui donner, nous, on va la prendre tant aussi longtemps qu'elle demeure au Québec et que le dossier, évidemment, se déroule au Québec. Et Madame Vanessa, on sait qu'il y a beaucoup de femmes immigrantes qui ne connaissent pas ces droits. Alors, si, un exemple, il y a une femme immigrante qui subit des violences conjugales, est-ce que cette femme a les mêmes droits qu'une personne qui a une résidence? Et comment est-ce que la personne se peut adresser à vous sans aucun problème? Oui, en fait, comme je dis, même si elle n'a pas de statut au sens de la loi, si elle réside au Québec, elle va avoir accès à l'aide juridique, tout dépendamment évidemment de ses revenus. Là. Mais si elle est admissible, elle va avoir accès à nos services. Nous, on va pouvoir l'aider, prendre en charge son dossier. Et oui, on en a là, beaucoup des femmes, parfois des hommes victimes de violences conjugales qui sont en situation d'immigration. Alors, on va les accompagner. On va s'occuper de l'aspect familial, mais parfois, on va les aider aussi au niveau de demandes d'immigration, des choses comme ça, des renseigner au niveau de l'immigration. Puis, on va leur parler aussi de l'impact que ça a, le divorce, la séparation sur leur statut. Donc, chaque cas est un cas différent. On va évaluer le cas de la personne, puis on va lui répondre à ces questions en évaluant est-ce que la séparation, le divorce va avoir un effet sur son statut, oui ou non. Là. On va pouvoir regarder ça avec elle. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand la personne ne parle français ni anglais? Est-ce que vous avez un service de traduction ou comment ça marche? La façon que ça fonctionne, le premier rendez-vous, on suggère à la personne d'amener quelqu'un de son entourage, famille, amis, un bénévole, peu importe, quelqu'un qui va pouvoir l'accompagner. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore si la personne est admissible à l'aide juridique. Donc, le premier rendez-vous, la personne doit se débrouiller, mais par la suite, une fois qu'on a évalué la personne et qu'on a vérifié qu'elle était admissible à l'aide juridique, là, dans certaines situations, on va pouvoir fournir les services d'un interprète. Souvent, on fait affaire avec le CAIBF ou d'autres organismes de la région qui vont nous fournir un interprète qui va être payé par l'aide juridique et qui va être là autant de fois que c'est nécessaire pour le dossier, pour parler avec l'avocat. Madame Vanessa, et pour quelles raisons un immigrant peut-il demander de l'aide à l'aide juridique? Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils peuvent venir nous voir. Comme j'ai mentionné, que ce soit du droit familial, civil. On a aussi parfois des problèmes de logement. Donc, ils peuvent venir nous voir aussi s'il y a un problème avec leur propriétaire, des choses comme ça. Mais il y a aussi parfois l'immigration. Il y a un problème au niveau de leur statut, des choses comme ça. Là, ils peuvent venir nous voir. On va faire le tour de la situation avec eux, puis on va essayer de les aider là, dans la mesure du possible. Là. Oui, est-ce que il y a une augmentation des immigrants dans la région. Est-ce que ça a fait que l'aide juridique trouve ou cherche plus d'informations sur les lois, sur les droits des immigrants? Bien, oui, effectivement, c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. Là, dans la région, il y a beaucoup plus d'immigrants qu'il y en avait il y a plusieurs années par avant. Donc, on se renseigne plus. Nous, comme avocats, on a été confrontés à des situations, on a dû aller chercher l'information, se renseigner. Et il y a aussi maintenant une section d'immigration au bureau d'aide juridique de Montréal. Donc, quand c'est des cas un peu plus précis pour lesquels nous, on n'est pas spécialisés, bien, on va référer ces gens-là à notre section d'immigration à Montréal. S'ils sont admissibles à l'aide juridique, ils vont y avoir droit et vont pouvoir vraiment avoir des avocats spécialisés dans ce domaine-là. Là. D'accord. Et en général, quels sont les cas plus courants pour consultation de la part de la population?
On a beaucoup moi dans mon domaine, je fais beaucoup de droit familial, donc il y a une augmentation malheureusement de séparation, de divorce. Alors les gens viennent beaucoup nous voir pour ces raisons-là. On va les accompagner au niveau de la garde des enfants, d'une pension alimentaire. Il y a aussi une crise du logement présentement, donc on a beaucoup de demandes de locataires qui ont des problèmes avec leurs propriétaires, qui se font évincer, donc qui vont venir nous voir pour voir quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Il y a aussi là, des dossiers en matière de jeunesse. Donc, lorsque la DPJ, la protection de la jeunesse, intervient dans une famille, les gens sont souvent confrontés à toutes sortes de situations et ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire, de dire ou pas. Alors, on va les accompagner dans ce processus-là, les accompagner à la cour. Même chose au niveau du droit criminel. Mais ce que moi, je constate là, dans mon bureau, dans mon champ de pratique à moi, c'est vraiment une augmentation des séparations et plus particulièrement dans le cas des immigrants, une crainte d'avoir accès à nos services parce qu'ils ont peur que ça ait un impact sur leur statut, ils ont peur d'être mal pris. Alors, c'est sûr qu'on répond de plus en plus à ce genre d'appels-là de gens qui ont besoin d'aide, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, on leur dit, venez nous voir, là, puis on va vraiment pouvoir prendre votre dossier en charge. Là. Alors, est-ce que réellement, il n'y a pas aucune conséquences négatives qu'un immigrant demande l'aide juridique, même s'il est dans un processus d'immigration, d'atteindre la résidence, d'atteindre la citoyenneté? En fait, il n'y a jamais de problème au niveau de consulter un avocat à l'aide juridique. Il n'y aura jamais d'impact. C'est un processus qui, de toute façon, est confidentiel. Donc, le gouvernement n'est pas mis au courant de qui visite ou non un bureau d'aide juridique. Là. Donc, il n'y a jamais d'impact de venir voir un avocat. Moi, je pense qu'au contraire, ça vaut la peine de venir solliciter nos services et d'avoir réponse aux questions. Maintenant, est-ce que, par exemple, dans le cas d'une séparation, d'un divorce ou d'une accusation criminelle, peu importe, est-ce que ça peut avoir un impact sur le statut de la personne, sur ses demandes d'immigration? Dans certains cas, oui, dans certains cas, non, mais ça vaut la peine de venir à l'aide juridique pour faire la démarche avec un avocat qui va vraiment pouvoir conseiller la personne puis dire, bon, bien, on va attendre que tu aies passé telle étape avant, par exemple, de demander le divorce, ou à l'inverse, non, ça n'a pas d'impact. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des cas de violence conjugale. Par exemple, une femme qui est victime de violence conjugale, mais qui est en situation précaire au niveau de son statut, n'a pas encore de citoyenneté, et là, n'ose pas faire des démarches de peur de perdre sa chance d'avoir sa citoyenneté. Alors moi, ce que je dis à ces personnes-là, c'est non, venez nous voir parce qu'on va vous aider. Il y a des cas, par exemple, quand il y a de la violence conjugale, où on va pouvoir prouver la situation au juge et ça n'aura pas d'impact sur le statut. Et vous allez pouvoir obtenir le divorce tout en ayant la suite du processus au niveau du statut. Là. Donc, la première étape, c'est vraiment de venir nous voir, puis nous, on va accompagner ces gens-là. Là. D'accord. Et pour terminer, on voudrait savoir comment est-ce que les projets ou bon, l'aide juridique est soutenue financièrement? Comment est-ce qu'elle est soutenue aussi pour le gouvernement du Québec? En fait, on est un organisme parapublic. L'aide juridique, ça relève d'une organisation qu'on appelle la Commission des services juridiques qui, elle, est financée par le gouvernement. Là. Donc, c'est un budget qui est octroyé à la Commission des services juridiques et la Commission des services juridiques va répandre ce budget-là à tous les bureaux d'aide juridique de la province. Il y en a plusieurs. Chaque bureau reçoit son financement et a des avocats en conséquence, du personnel de soutien, etc. Évidemment, plus la région est grosse, plus le bureau va être gros et va avoir de financement. Je pense aux sections de Montréal et Québec, par exemple, là, qui ont évidemment beaucoup plus d'avocats que notre région, mais chaque bureau offre les mêmes services. C'est juste le nombre d'avocats là, qui est différent. D'accord. Un petit rappel pour les gens de la MRC d'érable. Où est-ce qu'ils peuvent s'adresser pour demander l'aide? En fait, là, pour avoir accès à nos services, l'idéal, c'est de téléphoner 819-758-1568. Vous parlez à notre réceptionniste. Elle va vous poser quelques questions et elle va vous fixer un rendez-vous par la suite.
Elle va établir avec quel avocat, est-ce que c'est un problème en matière familiale, un problème en protection de la jeunesse, un problème en criminel, donc elle va cibler un peu, ou en immigration, etc. Elle va cibler c'est quoi le problème et va mettre un rendez-vous avec le bon avocat. Et par la suite, là, le client va pouvoir venir nous rencontrer et là, on va vraiment prendre son dossier en charge s'il est admissible. Donc, l'idéal, c'est d'appeler à nos bureaux. On a aussi un site Internet où si vous allez là, sur une barre de recherche, vous tapez aide juridique, ça va vous amener à la commission des services juridiques et dessus, il y a la liste de tous les bureaux de la région, de la province. Donc, vous aurez accès au bureau d'aide juridique de Victoriaville, là, mais en passant par notre numéro de téléphone 819-758-1568, bien là, les gens pourront prendre rendez-vous. C'est le plus facile de cette façon-là. Ay, parfait, Madame Vanessa. Merci beaucoup pour toute l'information que vous avez donnée ici. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Dans le but de guider un peu plus les gens sur l'aide juridique à laquelle ils peuvent avoir accès, nous avons également parlé avec Madame Mariana Quintero, immigrée qui nous a parlé de son expérience avec cette organisation. Mariana, buenos días y bienvenida a esta misión de Heterogen. Buenos días, encantada de estar aquí. Mariana, bueno, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde vienes, de qué país y bueno, cómo fue que finalmente llegas aquí a Quebec. Pues soy ecuatoriana y conocí a esta persona, un hombre canadiense con quien me casé, con quien formé una familia y vine hasta este país con una ilusión como cualquier inmigrante, donde pues tuve la oportunidad de conocer y de aprender muchas cosas. Claro, ¿y en qué momento, Mariana, empiezas tú a sentir justamente como un maltrato? ¿Qué es lo que te hace sentir que había algo que estaba fallando y que no te permitía ser Mariana en todo el sentido de la palabra? Pues sí, con el paso de los años, porque viví varios años con esta persona, empecé a sentir que yo no tenía esta palabra, no tenía esta elección, que yo no podía, o sea, no tomar la decisión por mí mismo, porque esta persona trataba de siempre, su elección pasar primero que la mía. Y un día, pues, yo dije, no, es que yo también tengo derecho de sentirme bien, de dar mi opinión, de intervenir, pues, de hacer cosas que yo creo que son normales y que yo no podía solamente vivir de qué es lo que él piensa, qué es lo que él decide, qué es lo que él quiere. Es en ese momento cuando ya yo empiezo a decir no, empiezo a cambiar y digo, pero ¿por qué siempre él quiere decidir por mí? O sea, yo también puedo. Y es ahí donde cambia. Y cómo en algún momento tú sentiste también que el hecho de que él te hubiera traído acá y el hecho de que estuvieras casada con él te hacía sentir que sin él tú no podías o tú no ibas a poder, digamos, desarrollarte como mujer y también como profesional o como persona. Claro, sobre todo lo que más me daba como un pequeño, vamos a decir, miedo, era que yo decía, no, yo estoy aquí solita, o sea, no tengo mi familia, no tengo mis amistades cercanas. O sea, yo estoy solo aquí con mis 2 hijas. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? O sea, ¿cómo hago si me voy de esta casa? ¿A dónde me voy a encontrar? O sea, pero hubo un día en que yo creo que me amarré los pantalones y dije, no, esto no puede continuar así. O sea, yo no puedo aceptar a que yo no tenga una decisión propia. O sea, yo no me siento una mujer. Sí. Y te vas y, bueno, ¿qué empieza a pasar ahí en esta misión? Como ya te lo había comentado, queremos hablar de la implicación justamente que tiene la aide juridique para aconsejar y para guiar a las personas en estos procesos, en estas situaciones personales que son difíciles de afrontar más siendo inmigrante. Claro. Cuéntame cuál es el primer paso que das, cómo eso también te lleva justamente a pedir la ayuda de la aide juridique. Pues sí, primero yo salí de mi casa con mis hijas. Busqué ayuda y tuve esa suerte, porque fue una suerte, que alguien me dijo, no, tú puedes ir allí, aquí hay ayuda para las mujeres, aquí las mujeres no están impedidas, se les puede ayudar, hay varios organismos. Y yo, sí, pues mejor, porque eso me daba como un ánimo, una fortaleza, yo sí puedo. Y
te cuento que el día que yo salí de la casa, eso fue como un paso chistoso, porque yo digo a mis hijas, miren mis amores, hoy organizamos una maleta como si nos vamos a una semana de camping. Pues los niños no se van a imaginar. Entonces, mis hijas arreglaron su maleta, yo arreglé mi maleta y yo les digo, hoy salimos de la casa. Así, salimos de la casa y nos fuimos a la casa de una amiga, la que me ayudó a conseguir los números de teléfono que necesitaba. Luego me fui a la casa de las mujeres. Uh-huh. Es un organismo donde ayudan a las mujeres, sobre todo, en dificultad. Y cuando me llamaron, me respondieron y me dijeron, sí, tú eres bienvenida. Yo dije, wow. Y bueno, con el tema legal, justamente, ¿cuál era el desafío en ese momento? ¿Cuál era el objetivo que tenían ustedes legalmente hablando con esta organización para poder, digamos, ponerle fin a esa relación? Bueno, pues como yo estaba en estatus casada, entonces ellos me ayudaron a hacer el proceso para el divorcio, el proceso para... primero empezamos por el diálogo, que eso es... la conciliación. La conciliación, uh-huh. Pero no hubo modo de negociar. Entonces, una vez que mi ex se negó a la conciliación, pues pasamos directo a los procesos jurídicos. Ahí es donde entra la de Juridic. Sí. ¿Cómo es ese primer contacto con ellos? Ellos primero tienen una asesoría contigo. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia con esta organización. Sí, primero nos acoge y nos hacen las preguntas para saber cuál es nuestra necesidad. Y luego pues empieza el proceso según la necesidad de cada cliente. Sí. Y te ofrecen la ayuda para que puedas como sentirte en seguridad. O sea, mira, nosotros aquí hacemos el proceso de esta manera, te hacemos las preguntas, nosotros necesitamos evaluar si tú tienes un revenue o no, porque de eso depende también es una forma de tener la ayuda social. Si tienes un cierto monto, pues entonces tienes acceso directo y es gratuito. Y arriba de ese monto, pues ellos van a hacer una evaluación de cuánto te pueden cobrar. Y otra cosa que me parece importante mencionar, en esos casos es bueno que la persona o la mujer que denuncia no tenga contacto con su expareja, como la de Juridic también logra que se resuelva el tema del divorcio, pero sin que tú tuvieras ningún contacto con tu expareja. Sí. Importante porque no tienes que ver a esta persona. Los abogados van a hablar entre abogados. Eso se va a hacer el proceso entre abogados o directamente en la corte con el juez. Uh-huh. Y no es necesario ver a la persona. Eso a mí me pareció súper porque no tenía que ver a esta persona. Claro, y más o menos ¿cuánto duró el proceso, Mariana, desde que empezaste a trabajar con la de Juridic hasta que logras finalmente el divorcio? Pues duró entre 8 meses, 1 año o un poco más, porque como son varios procesos y son varias informaciones y varias cosas, varios puntos uh-huh. a tratar. Entonces se lleva un poco más de tiempo. Pero para que termine todo el proceso me llevó casi 1 año y medio. Mariana, y con el tema del idioma, bueno, como en algún momento, digamos, también la de Juridic te ofrece, digamos, los servicios de traducción o digamos que este tema también está como incluido en el servicio. Sí, pues yo podía defenderme un poco en francés y casi todo el proceso lo hice en francés. Uh-huh. Pero cuando hay personas que no hablan el francés, tienen servicio de un traductor, ¿sí? Que les ayuda durante el proceso. Y la ayuda jurídica lo puede agregar, o sea, lo puede incluir un traductor para dar el servicio. Mariana, ¿qué puedes tú resaltar de todo este proceso? Digamos que
¿cómo describes tu experiencia? ¿Cómo fue finalmente la experiencia después de, bueno, de que todo este proceso ya terminara? Pues sí, fue un proceso largo, un proceso donde tuve mucho miedo, pero que al final, wow, yo me sentí me sentí una mujer, porque tuve toda la ayuda que necesitaba, la información, los procesos que se dieron así, como tenía que darse paso a paso, y la ayuda jurídica que estaba siempre ahí, que yo no me sentía sola, o sea, yo sabía que había alguien ahí que me protegía y que me guiaba. ¿Y cuál es el mensaje que de pronto tú también, aprovechando esta misión, quisieras darles a las mujeres que están en este momento en una situación como la que tú estabas? ¿Cuál es ese mensaje para decirles, bueno, sí están las organizaciones, sí está la ayuda, sí hay una guía y dependiendo del caso, yo sé, pero en la mayoría es gratis? En este país tenemos la suerte que hay mucha ayuda y para eso están esos organismos. O sea, que el hombre te dice, no, tú no vas a ser capaz sin mí. No es verdad. Eso es manipulación. Y estoy aquí para darle mensaje a las mujeres que no se dejen, o sea, no se dejen llevar por manipulaciones. No crean que no pueden. Sí pueden. Todo lo podemos si lo queremos. Mariana, pues te agradezco muchísimo todo este tiempo que nos regalaste, que nos contaste tu experiencia de haber tocado un tema personal justamente para darle ese mensaje a las mujeres, a las personas que en momentos en los que en verdad uno necesita ayuda, pues están las organizaciones como la de Juridic, como Voltefaz, que pueden ayudar, guiar a las personas, que muchas veces pues es gratuito y que pues bueno, les puede cambiar la vida. Te agradezco mucho por este tiempo que te tomaste para contarnos sobre tu historia. Para mí ha sido un placer. Gracias, Mariana. Le réseau de l'aide juridique est le plus grand cabinet d'avocats au Québec. Et comme nous l'avons entendu dans cette interview, ils sont de plus en plus en train d'élargir leurs connaissances dans le domaine juridique des immigrants et raison de la forte croissance de cette communauté dans la région. Rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission de Hétérogène, l'espace de l'information, mais aussi des histoires.